Merci à tous d'être là avec nous. Alors, transition écologique des entreprises, comment accélérer la transformation. Joli sujet, ESG, RSE, alors je me suis pris quelques notes. Transformation durable, les mots ont sans doute une importance, les acronymes aussi, mais par-dessus tout, nous évoquons une tendance de fond, une lame qui arrive aujourd'hui. On en parlait il y a une dizaine d'années, voire un peu avant, mais qui se serait dit qu'on y serait désormais. À l'époque, ils n'étaient pas nombreux. Et ça se concrétise désormais, j'en suis ravi. Alors les réglementations arrivent, se renforcent, laissent présager d'autres évolutions à venir, les marchés y répondent aussi. On s'est dit tout à l'heure, lors de la réunion de cadrage, que l'entreprise de demain sera ESG, ou ne sera plus, ou en tout cas elle sera de manière beaucoup plus compliquée. Et donc vient une question, comment aujourd'hui accélérer cette transformation ? Sujet crucial, et pour nous aider à y répondre. Alors j'ai vraiment le plaisir d'avoir sur scène Elodie Bernardi. Vous êtes directrice RSE et développement durable de L'Oréal France. Alors voilà, une carrière qui a commencé dans le marketing, Danone, Rémi Cointreau. 2011, vous rejoignez L'Oréal dans le marketing au début, et puis il y a un moment où le marketing c'est bien, mais le RSE c'est mieux. Et vous y dirigez donc aujourd'hui le RSE, le développement durable, et un poste qui vous amène à mener la transformation du modèle au sein du groupe. Caroline Parou, vous êtes directrice générale et membre du conseil d'administration d'Europecar. Merci d'être avec nous. Alors un parcours également de conseil dans les entreprises. Alors j'avais noté Andersen, Thomson, Technicolor jusqu'en 2011, vous avez rejoint Europcar, dont vous avez pris la présidence en 2016. La transformation, vous connaissez, vous encouragez le groupe à s'engager à l'intérieur. Ça va être très très intéressant d'entendre. Voilà, moi, Europcar au départ, je voyais ça, mes vacances, location de voiture. J'ai appris plein de choses, c'était passionnant, et cette stratégie, on va être ravis de l'entendre. Alors, après, je vais partir par là. Gilles Vermeau-Desroches, vous êtes à la direction chez Schneider Electric, également membre conseiller du Conseil économique, social et environnemental. Alors, vous présidez plein de choses. À un moment, je me perds, il y en avait trop, et c'est trop central par rapport au sujet. Donc, allez regarder la liste, elle est passionnante, et je suis ravi de vous avoir parce que vous allez vraiment pouvoir nous donner également un autre regard sur cette transformation et les moyens d'y parvenir. François Dampérou, vous êtes responsable développement RSE, énergie et environnement chez Layton. Donc Layton, un conseil. Alors vous avez commencé comme spécialiste de l'innovation, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Et vous avez depuis maintenant pas mal d'années commencé à orienter votre champ d'action vers le conseil en RSE, alors énergie, développement durable. Sur l'ensemble de typologies. Enfin, vous accompagnez des entreprises publiques, privées. Merci d'être avec nous et nous enrichir avec la palette qui sera également enrichie par Jérémy Josse. Vous êtes associé de KPMG, en charge, vous êtes à la tête de tout ce qui est reporting ESG, notamment pour KPMG France. Voilà, grand groupe de moins grande taille également, mais un spectre d'action très très large, une belle expertise, expérience. Voilà, le sujet est à nouveau au cœur de votre pratique, et je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, transition écologique des entreprises, comment accélérer la transformation? Alors, on a peut-être déjà un contexte réglementaire au départ. Où est-ce que j'ai envie de poser déjà la question, où est-ce qu'on en est? Parce que c'est le serpent qui se mord la queue, l'œuf, la poule et l'œuf. Les pratiques évoluent avant les réglementations avant les pratiques. Qu'est-ce qui se passe? Jérémy, peut-être pour commencer. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'accélération qui se produit depuis finalement un an, c'est qu'on a une Union européenne qui veut être à la pointe de la question de la transition environnementale, qui a défini une ambition très forte à 2050, c'est d'être un continent qui est neutre en carbone, et qui à partir de là décline un ensemble de règles qui vient normer la lecture de la performance extra-financière des entreprises.
On a eu cette première vague avec la taxonomie durable européenne. Alors, elle est certes imparfaite, elle n'est pas facile à mettre en œuvre, mais elle a tout de même une vertu, c'est de dire, voilà ce qui sont les activités qui contribuent à notre objectif environnemental à horizon 2050. Et sur cette base, eh bien, on va demander aux entreprises de rendre compte non pas seulement de leur présence, c'est-à-dire de la part de leur chiffre d'affaires qui est alignée, qui est dans cette grille, mais en leur demandant plus de rendre compte de la part de leur CAPEX, c'est-à-dire comment ils investissent pour atteindre l'avenir. Donc ça, c'est une première lecture intéressante de la réglementation. C'est finalement, sur un continent qui s'est fixé un objectif, eh bien, comment on le décline dans la façon de lire la performance. Et ça ne suffit pas, en fait. Et on voit bien qu'il faut mettre fin, et c'est probablement un sujet de discussion qu'on aura tout à l'heure, il faut mettre fin à une lecture silotée de la finance d'un côté et de l'extra-financier de l'autre. Et donc il y a un travail qui est en cours autour d'une CSRD dont un certain nombre d'entre vous ont dû entendre parler, un Corporate and Social Responsibility Disclosure. C'est comment on harmonise en fait la présentation des résultats extra-financiers des entreprises en Europe. Et comment aussi on abaisse les seuils pour que ce soit plus seulement les gros côtés, mais ce soit aussi les entreprises de taille intermédiaire. Ce qui va amener à multiplier par 5 le nombre d'entreprises qui vont devoir rendre compte de leurs efforts et de leurs performances extra-financières. Voilà, ça c'est un petit bout de la lorgnette qui est, je dirais, ce qui vient normaliser la lecture de la performance extra-financière. Je pense que de votre côté aussi, chez Layton, vous avez aussi d'autres angles sur les évolutions de réglementation, puisqu'il y a les réglementations énergétiques, il y a les leviers fiscaux qui sont là aussi et qui sont nombreux, et sur lesquels vous pouvez peut-être aussi nous éclairer. Merci beaucoup, ça fonctionne, oui. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous on a un point de vue un petit peu différent. Nous on va plutôt essayer d'activer des leviers pour accompagner la stratégie des entreprises. Donc on va pas... en fait, lorsque la réglementation arrive, les entreprises doivent mettre en œuvre une stratégie à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. Seulement, il y a des enjeux de financement pour pouvoir la mettre en œuvre ou éventuellement l'accélérer. Et donc nous, notre rôle, il est là. Il est d'intervenir pour d'abord accompagner les entreprises à améliorer leurs marges ou à retrouver des marges au travers de différents leviers activables. Également à financer leur innovation de manière optimale, puisque pour se transformer, il est essentiel de transformer ses pratiques. Et en termes d'innovation, il n'y a pas seulement les innovations techniques, mais également des innovations managériales, des innovations sociales, des innovations en termes de pratiques, des innovations sur des sujets comportementaux, comment on transforme les pratiques des gens. Et donc tous ces sujets-là, on peut activer des leviers de financement qui sont parfois compris comme des leviers uniquement applicables à des sujets techniques. C'est pas le cas. Les crédits d'impôt notamment sont activables pour des innovations sociales, sociétales, etc. Et puis, il y a également un enjeu d'investissement, donc d'investissement physique, notamment lorsqu'on est une entreprise avec des actifs physiques, industriels, transports, etc. Et donc, de la même manière, il y a de nombreux leviers pour activer, ou en tout cas accélérer ces transitions. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Gilles ? Oui, alors faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, juste après le déjeuner, dise quelque chose un peu différent. Et on adore. Vous adorez. Au fond, c'est comme quand on est à l'école. La question, c'est de savoir si on veut avoir 10 sur 20 ou 18 sur 20, si on veut être dans la moyenne ou si on veut être le meilleur. Et je vois profondément évoluer cette question de la réglementation, comme tu l'as dit. J'aurais pu être il y a 20 ans dans cette table ronde. Il se trouve qu'il n'y avait que des grandes entreprises qui étaient mobilisées. Et une des très très grandes beautés du geste ou réalité du moment, c'est que vous venez d'entreprises très différentes. On l'a vu pendant les prix, qu'on n'a pas vu dans ces questions de développement durable qui n'entouraient que quelques très très grandes entreprises françaises au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une question de chaîne de valeur. Et que tous les acteurs de la chaîne de valeur, quelle que soit leur taille, sentent que ce sujet, ce concept, cette réalité a quelque chose à leur dire. Donc ça, c'est un super bon point et la réunion d'aujourd'hui le montre, premièrement. Pourquoi je vous parle du bulletin scolaire et de savoir si on veut avoir la moyenne ou être dans l'excellence? Moi, j'ai le sentiment que la réglementation et la standardisation permettent d'avoir la moyenne. C'est ce qui permet, et pour le coup,
comme tu l'as dit, alors il se trouve que comme je porte des enjeux de responsabilité depuis longtemps, je fais partie du groupe de climat et finances durables de l'AMF, du comité stratégique de Standard & Poor's. Je travaille avec vous et l'OUEF sur des réglementations et je vois bien l'importance de définir un certain nombre de critères qui permettent de faire avancer ou en tous les cas d'être la borne de l'endroit où on est. Mais le sujet qu'on porte, c'est un marathon sans fin, sans ligne d'arrivée. Et si on veut que nos entreprises performent sur le sujet et l'utilisent, alors ce n'est pas une question de standardisation, c'est une question de différenciation. Et la norme ne crée jamais de la différenciation. La norme, elle crée ce qui permet de se dire ça c'est le minimum pour tout le monde. On vient de prendre une étape supplémentaire. Le minimum d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et celui de demain sera plus contraignant. Mais je m'efforce, avec d'autres en charge de sujet chez Schneider Electric, de ne jamais utiliser la standardisation, la réglementation pour réfléchir à notre stratégie. Notre stratégie, c'est notre stratégie. On l'enferme dans notre intelligence et notre offre de valeur sur le marché, plus notre manière d'être attractif dans la manière que l'entreprise pilote ses enjeux à l'intérieur d'elle-même. Et puis une fois qu'on a fait ça, qu'on a décidé notre route, il faudra bien, un moment ou un autre, qu'on réponde à ce qu'impose la loi, qu'on réponde aux questions auxquelles toutes les entreprises sont confrontées, mais on fait en sorte que ce soit a posteriori et pas a priori. On fait en sorte de ne pas partir de ces réglementations, de ces standardisations, de ces questions posées à tout le monde, pour se dire, bon, il faut qu'on réponde à ça, et puis on va trouver le chemin. Le chemin de Schneider n'a jamais été complètement mauvais dans les enjeux de développement durable, ça me permet de le dire comme je le dis là, mais honnêtement, je pense qu'il vaut mieux que l'entreprise, tout en intégrant ça, vous pouvez penser un petit peu, alors vraiment à la comparaison des paraisons, puis peut-être que j'aurais dû réfléchir avant de dire à quoi ça me fait penser, mais vous avez tous en tête cette histoire de Picasso qui arrive à la gare du Nord et qui fait un petit dessin pour un enfant qui lui demande, et qui lui dit ça te coûte, et il dit après à l'enfant, voilà, ça te coûte 1 million, je ne sais plus combien le prix, puis l'enfant dit quand même, ça dure seulement pas très longtemps, il dit oui, mais il y a 30 ans derrière, quoi. D'expérience, d'études, etc. Et pour moi, la réglementation, c'est ça. C'est un langage en commun. D'un côté, on a la réglementation, c'est le langage des données qu'il faut partager avec nos parties prenantes et singulièrement nos investisseurs. De l'autre côté, il y a les SDG, ça ressemble à tout sauf à une réglementation. Ça ressemble à 17 impacts pour l'entreprise, exprimés de manière générale. Et je trouve que l'entreprise, elle a un intérêt à se retrouver entre ces deux types de boussoles. Mais surtout à choisir son chemin à l'intérieur de ces boussoles, parce que sinon, on est enfermé dans le parcours des autres. Quant à la taxonomie, il faut quand même bien que je le dise, les entreprises industrielles n'ont pas assez réfléchi au sujet, viennent de se faire avoir, puisque globalement, je suis porteur de la parole d'une entreprise qui est plutôt reconnue dans les enjeux de développement durable, d'efficacité énergétique et green, et qui aujourd'hui, dans la manière dans laquelle est écrite la taxonomie européenne, va se retrouver quasiment brune à 100%. Pourquoi ? Parce que naïvement, on a cru que puisque tout le monde pensait qu'on faisait du développement durable, on faisait du développement durable. Puis finalement, non, ça ne va pas être étudié parce qu'on reste dans un monde très linéaire où on étudie surtout la génération énergétique plutôt que le contrôle de l'offre, et encore moins quand il est intelligent. Et donc, c'est dire que la standardisation et la réglementation, pour donner un autre petit coup de canif, c'est pas parce que c'est standardisé que c'est réglementé que c'est forcément intelligent. Je me suis bien gardé de dire ça. Alors, que ce soit Caroline ou Elodie, vous allez pouvoir répondre. Je vais me régaler quand savoir dans la moyenne, bon élève ou le reste. Caroline, je crois que vous allez commencer. Ouais, j'aimais beaucoup ce que vous disiez, puisqu'effectivement, nous, Robcar, on loue des voitures, on ne les produit pas. Mais la perception extérieure, c'est qu'on est un énorme polluant, alors que fondamentalement, on considère qu'on a un sujet, mais qu'on est une solution globale.
Et donc, quand on a réfléchi à tous ces sujets-là, on n'a pas réfléchi à cause de la réglementation, on a réfléchi à qu'est-ce qu'est notre business model demain, que vont vouloir nos clients et quelle est la contrainte supplémentaire qu'amène la régulation pour nous faire accélérer. Donc nous, on a commencé à se repositionner à partir d'un sujet assez simple, c'est quoi notre raison d'être, pourquoi en tant qu'entreprise on est là. Et c'était notre fondamental, et c'est ce qui nous tient toujours éveillés, puisqu'on a commencé il y a 5 ans, offrir des solutions de mobilité alternatives à la possession de la voiture. Et ça, c'est ce qu'on faisait depuis 70 ans sans le savoir. Donc on était déjà dans la mobilité et non pas dans la location avant de le savoir. Et on a rajouté soutenable et durable, parce qu'on voyait bien que ce mouvement arrivait. Et donc notre vraie préoccupation était de dire, on est perçu comme un problème, alors qu'on considère qu'en apportant des solutions de mobilité, on sera une solution. Donc en fait, quand on loue une voiture en général, dans nos parcs installés, quel que soit le pays en Europe, utilisation 4 à 5%. Ce qui est tout à fait ridicule économiquement, ce qui fait qu'on a beaucoup de pollution et d'embouteillage. Et donc les solutions de mobilité, qui ne sont pas une, c'est la voiture, le mass transit, plein d'autres solutions ensemble, avec le digital, vont pouvoir amener des solutions pour avoir moins de voitures, mieux de voitures, puisque le digital qui est arrivé en parallèle, en accéléré, fait changer les usages du client. Donc nous, on est parti sur une stratégie client, une stratégie qui est uniquement embarquée sur que vont vouloir nos clients, comment promouvoir près de nos clients de nouvelles solutions de mobilité qui vont à terme, sur une durée de vie qui peut être plus ou moins courte, faire qu'on aura moins de voitures, mais plus de voitures partagées avec des écosystèmes créés. On a fait ça avant 2020, avant la crise Covid, et la crise Covid a été un accélérateur incroyable, et on s'est dit, tiens, les usages changent, mais en plus, tout le monde commence à aussi parler de durable, soutenable qu'on avait rajouté nous-mêmes, sans complètement l'intégrer dans notre stratégie. Donc en 2020, avec la crise Covid, on s'est dit soutenable et durable, c'est la seule façon de sortir par le haut derrière. Donc on a opérationnalisé ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'en plus de changer le business model, on a dit, en plus on va le dire très fort, nos voitures vont devenir de plus en plus vertes. Alors on peut débattre à l'envi sur ce qu'est une voiture verte. Il y a beaucoup de débats sur la technologie électrique, hydrogène, PHEV, enfin, je vous passe tous les débats, mais fondamentalement, comme nous on ne produit pas les voitures, on achète ce que l'écosystème produit dans sa vision de green. Donc nous on s'est dit, le monde va vers de plus en plus de voitures électriques et ou PHEV. Donc en fait, on a pris des engagements qu'on a opérationnalisés dans le plan stratégique. On fait pivoter notre business model pour plus de services sur le B2B et plus de voitures électriques, et on l'a mis dans nos équipes opérationnelles. Donc c'est pas moi qui dis je vais être plus vert sur une taxonomie quelconque et je vais avoir des indicateurs, c'est plus de véhicules électriques. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Plus de stations de recharge, plus de partenariats avec des gens qui vont nous aider à déployer les voitures, un changement de sourcing progressif, et on l'a inscrit en dur dans mes objectifs à ma demande, que j'ai cascadé sur l'ensemble des équipes. Et aujourd'hui, toutes les équipes parlent de mettre des voitures électriques progressivement, des bornes de recharge, on change la physionomie du réseau. Et donc tout ça, ça parle aux équipes, et c'est ce qu'on fait. Et puis arrive ce qui fait qu'à l'extérieur, les gens commencent à réaliser ce qu'on fait. On doit se refinancer comme beaucoup de groupes. Et on a émis un bond en octobre dernier. Et en fait, on est rentré dans un green bond. Et puis, on a travaillé avec tous nos banquiers, qui ont été très surpris de nous voir arriver avec déjà tous nos indicateurs faits. Parce qu'on n'a rien créé pour faire ce green bond. On est juste arrivé avec nos KPI opérationnels, nos objectifs à moyen terme, nos processus qui sont en train d'être faits. Et tout d'un coup, les opérationnels qui pensaient que c'est pénible cette transformation, ont vu arriver que leurs problèmes opérationnels qu'ils ont mis en œuvre se retrouvaient dans un monde de financement moins cher et que les banquiers leur disaient « mais c'est super ce que vous faites ». Et donc, le but pour nous en tant qu'entreprise, ça n'a pas été de regarder la régulation et de se dire je vais remplir un rapport de taxonomie tout à fait passionnant, c'est de dire est-ce que le monde dans lequel je vis a changé ? Est-ce que la façon dont la mobilité dans laquelle je participe va changer ? Et comment moi je contribue dans cet écosystème à changer mon propre business model pour pouvoir exister, pour pouvoir être plus rentable. Si j'attends que la régulation arrive sur moi pour me dire prends 25% de voitures électriques, 40%, ou telle ville tout d'un coup décide de ne plus avoir de voitures thermiques mais électriques, je n'existe plus. Donc la question pour nous a été de voir dans quel univers on était, l'opérationnaliser le plus vite possible. Alors
les crises se succèdent, donc il n'y a pas beaucoup de voitures électriques, les moyens de financement sont compliqués, donc il y a un rythme qui est plus lent que ce qu'on voudrait, tout en étant plus rapide sur certains sujets. Mais mon message par rapport à ce qui était dit avant, et qui j'espère vous donne un exemple concret, c'est le faire parce que ça représente ce que vous faites en entreprise, le mettre dans votre plan stratégique, l'opérationnaliser, et ne pas le vivre comme quelque chose d'après. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait, les équipes se sont elles-mêmes surprises à se dire « Tiens, nos objectifs sont incroyables ». Et tout d'un coup, ils ont réalisé que c'était les miens, c'était les leurs, c'était ce qu'ils faisaient au quotidien. C'est la seule façon de le faire durable. Vous le faites soutenable parce que vous arrivez dessus, mais le faire durable, il y a le mot durabilité dans le sens environnemental, mais ce mot durable, il a aussi une vision de pérennité. On le fait de façon pérenne, on ne le fait pas parce que OneSpot, l'Europe a décidé quelque chose. Moi, je gère un groupe qui est présent en Europe, aux États-Unis, donc les États-Unis n'ont pas du tout les mêmes enjeux, et ce n'est pas un enjeu d'Europe, c'est un enjeu de business model, et c'est un enjeu aussi pour nos collaborateurs de citoyenneté, qui va au-delà d'une réglementation. La réglementation nous aide, nous donne des biais, ou nous donne des façons de naviguer, mais c'est un support, mais ce n'est pas le but ultime. Élodie ? Oui, non, moi je rejoins tout à fait le propos. Effectivement, c'est pas une réglementation qui va déterminer une stratégie d'entreprise et encore moins sa raison d'être. Et c'est vrai que nous, chez L'Oréal, on a pris le sujet il y a déjà plus de 10 ans, à l'époque où il y avait franchement pas vraiment de réglementation. Et effectivement, on avait nous aussi les coudées assez franches. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé vraiment, on a analysé nos impacts sur toute la chaîne de valeur de nos produits et voir un petit peu où étaient les grandes priorités de transformation. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si il y a d'abord eu 3 métiers qui se sont transformés chez L'Oréal très vite, que sont évidemment la recherche et l'innovation, les achats et les opérations. Parce que d'abord, c'était transformer notre modèle et travailler à l'éco-conception de nos produits. Ce qui est effectivement aussi chose intéressante qu'on a vue, c'est dans les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie cosmétique, la plus grosse part réside dans la phase d'usage de nos produits. C'est 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie cosmétique. Donc c'est l'eau que vous utilisez pour vous laver, et c'est aussi l'énergie que vous consommez pour chauffer cette eau. Et une fois qu'on a constaté ça, on s'est dit, mais alors effectivement, si on se projette, quand on regarde un petit peu les prévisions les plus pessimistes du GIEC, en, je sais pas, 2060, 2070, il n'y a plus beaucoup d'eau sur la planète, comment on fait ? Et donc effectivement, on a aussi beaucoup raisonné par l'absurde côté recherche et développement en se disant, ben voilà, il faut qu'on travaille sur des nouvelles formulations qui vont aider les consommateurs à réduire eux-mêmes leurs impacts, puisque c'est là qu'est le gros de l'impact de l'industrie cosmétique. Alors évidemment, vous doutez bien notre transformation ne se résume pas à ça. Bien entendu, il y a d'autres impacts. Il y a le sourcing de nos matières premières, il y a nos transports, et il y a évidemment le grand sujet du packaging, puisque le grand méchant loup de ces 2 dernières années, c'est le plastique. Donc effectivement, on a aussi tout un travail sur ces leviers-là. Mais c'est vrai que tout ça pour vous dire que la démarche qu'on a opérée chez L'Oréal, c'est vraiment d'être globale, de prendre vraiment le sujet sur toute la chaîne de valeur et de mesurer pour vraiment déterminer où étaient les grandes priorités. Jérémy, aujourd'hui, c'est vraiment là, quand vous parlez avec des entreprises, ce type de stratégie, de besoin de transformation, il est global, il est perçu de la même manière. Il y en a qui sont en avance ou en retard. Ah bah, il y en a, c'est très hétérogène. C'est-à-dire on sent une prise de conscience qui est commune, et ensuite, il y a, dans cette prise de conscience qui est commune, il y a ceux qui, comme mes voisines, ont pris le sujet avant, et en fait n'ont pas attendu que la réglementation arrive, et l'ont mis au cœur de leur business model et au cœur de leur raison d'être. Et puis il y a ceux qui se rendent compte que demain, si ils ne progressent pas, ils vont se financer plus cher, ils auront moins de clients, et puis ils vont aussi avoir du mal à recruter des talents. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, un exemple très bête, il y a un certain nombre d'entreprises qui faisaient rêver ma génération en sortie d'école. Aujourd'hui, ces mêmes entreprises, elles n'arrivent pas à recruter en sortie d'école. Donc cet enjeu-là, elles l'ont bien compris, mais il y a une question entre, quelque part, formaliser une ambition, et puis ensuite la mettre en œuvre, l'opérationnaliser. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est vrai que nous, on aide beaucoup en ce moment dans cette opérationnalisation. Il y a certes une partie de nos activités sur la stratégie et comment est-ce qu'on vient définir une stratégie durable. On l'a fait récemment, on l'a fait pour un acteur du food and beverage en se disant, ok, en fait, demain, comment est-ce qu'on vient introduire beaucoup plus de végétal, par exemple, dans nos produits ? Et comment on s'assure qu'en produisant plus de végétal, on ne fait pas des transferts d'impact ? Parce que c'est aussi un autre sujet qu'il y a dans ces industries-là, c'est que vous cherchez à diminuer un impact quelque part, mais vous pouvez en recréer un autre ailleurs. Donc il faut aussi mesurer ça. C'est le cas aussi de certaines réglementations, mais j'y reviendrai. Ça oui, exactement.
Et puis ensuite, il y a le vrai sujet de l'opérationnalisation. Et en fait, un des sujets qui m'occupe le plus en ce moment, c'est comment on change les règles de prise de décision. C'est comment on sort du triptyque très financier, chiffre d'affaires, marge, free cash flow. Et comment on vient réinjecter là-dedans une vision extra-financière, des impacts, de la valeur qui est créée en travaillant sur des leviers E, des leviers S, et comment du coup on vient changer la prise de conscience, la prise de décision dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on va amener sur un référentiel produit, voilà, j'ai un portefeuille de produits que je m'apprête à lancer. Aujourd'hui, la plupart de nos clients, ils regardent, ils décident du lancement en fonction d'un ROI. C'est quoi le BPI chiffre d'affaires? C'est quoi la projection de marge? Qu'est-ce que ça va nous coûter pour le mettre en place? Et en gros, le ROI, on attend quand? Il y en a qui commencent à se dire, ok, mais ça suffit pas. Quelle est notre raison d'être? Quel est notre purpose? Donc petit 1, je ne fais rentrer des projets d'investissement ou de nouveaux produits que s'ils répondent à ma raison d'être. Petit 1. Et petit 2, quels sont les impacts de mes produits? Et donc à marge égale et à contribution égale au chiffre d'affaires, lesquels vont me générer le plus d'impact positif et lesquels vont limiter le plus possible mes impacts négatifs. C'est très exactement ce que vous avez fait avec, par exemple, votre modèle Spot et l'EcoBeauty Concept. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est de se dire, demain, on ne va plus pouvoir décider d'une mise en place d'un investissement comme on décidait encore hier ou même pour certains aujourd'hui. Mais ça, le range, l'hétérogénéité est très forte au sein des clients qu'on peut accompagner. Et toute l'ambition qu'on porte nous aujourd'hui, c'est vraiment de pousser le plus loin possible, d'apporter une vision qui est beaucoup plus opérationnelle et décloisonnée. Ça, c'est un des termes aussi qu'on avait évoqué dans la préparation de cette table ronde. C'est que du coup, derrière, l'énorme enjeu, c'est de décloisonner. C'est d'arrêter de considérer qu'il y a d'un côté les financiers, et puis d'un côté les opérationnels, et puis encore après, la RSE. Oui, Tout ça doit... Mais si je peux me permettre, pour vous dire, nous, quand on l'a opérationnalisé, on ne l'avait pas pensé comme ça. Et c'est quand on a vu le Green Bond arriver à la fin, qu'on a raconté l'histoire en interne à nos équipes en leur disant, voyez ce qu'on a fait, ça nous a servi à quelque chose d'autre sur la partie plus financière. Mais on n'a absolument pas travaillé d'un côté financier, on a travaillé d'un côté business model qui a bougé de la valeur. Et en fait, ce qui manque beaucoup de notre côté, c'est qu'on a dû recommuniquer, puisqu'après, à un moment donné, quand vous avez tellement opérationnalisé le sujet, il faut aussi que vous remettiez de la fierté sur... En fait, on y est déjà sur un certain nombre de sujets. Et c'est là que la communication avec les collaborateurs, puisque nous, finalement, on le faisait très convaincus, on avait oublié de raconter une histoire purement ESG, puisque c'était tellement intégré avec nous-mêmes, qu'en fait, on a aussi rechangé nos schémas de communication pour redire aux équipes, c'est ce qu'on fait, c'est là qu'on avance, puisque les collaborateurs sont assez fiers maintenant de participer à ces programmes-là, alors qu'ils les faisaient sans trop se poser de questions non plus. C'est également un moyen d'accéder à d'autres poches de financement. Parce que Robcar, on arrive sur un moment où le SG se développe avec une restructuration en parallèle. Alors, vous vous relancez, vous avez ça derrière. Oui et non, c'est un peu trop tôt pour le dire. On sort de 2 ans de Covid. L'industrie de la mobilité a perdu, la première année, nous on a perdu 70% de notre chiffre d'affaires. Donc les questions qui se sont posées sur les poches de financement étaient un peu différentes. Une fois que vous sortez de ces schémas-là, vous voyez bien que dans le post-crise, nouvelle crise, les financements se greenifient de toute manière. Alors la grosse difficulté, c'est que nous, on n'a pas voulu aller dans du greenwashing permanent, parce que c'est tellement facile. Là, vous avez une espèce d'un écosystème qui se crée en face de vous pour vous dire greenwash. Donc oui, ça va arriver. Donc nous, comme c'est pas notre philosophie et qu'on était déjà là, on voit bien que les poches de financement vont revenir, mais il y a encore un marché qui est compliqué, qui a du mal à séparer la partie polluante de votre véhicule, de la partie business model. Donc il y a encore beaucoup d'éducation aussi à faire, et de l'éducation profonde, pas du greenwashing. Je ne cherche pas à faire des indicateurs pour dire que je suis green, je cherche à expliquer ce qu'on fait. Donc ça va venir, je pense qu'il y a comme pour tout, quand la finance en parle, c'est bien, mais il ne faut pas que la régulation la fasse mettre dans ce sujet-là. Oui, puis je pense aussi après, François, et puis je pense qu'il faut un vrai volontarisme, parce que c'est vrai, vous l'évoquiez Jérémy, nous chez L'Oréal, on a la chance d'avoir 4000 chercheurs en France, on a des bases de données incroyables sur nos sourcings de matières premières, on arrive à tout quantifier sur des dizaines et dizaines de valeurs d'impact, et effectivement on a développé cet outil Spot qui nous permet de donner un indice d'impact environnemental des produits qu'on lance. Et effectivement dans les instances de décision, au moment du développement d'extension ou de marque, il y a toujours ce moment un peu gênant où il y a la marge brute et l'indice Spot. Alors son indice Spot est un peu moins bon que la génération précédente,
précédente, mais alors sa marge brute, elle est waouh, super sexy, quoi. Et là, il y a toujours un petit moment de gênance. Bon, quelqu'un va dire quelque chose. Et puis là, parfois, soit on a un patron courageux, et c'est là où je trouve qu'il y a aussi l'individu, même dans nos grands groupes, qui a un rôle hyper important dans la transformation. Et nous, on a des patrons de marques qui sont ultra volontaristes et qui ont vraiment transformé leur portefeuille. Et je pense à une marque que vous devez tous probablement connaître, qui est la marque Garnier, qui est une marque qui a totalement changé en 5 ans. Parce qu'il y a eu un volontarisme incroyable de l'équipe de direction de cette marque, qui justement, à chaque fois, disait non, mais moi, la marge brute, je veux même pas la voir. Comme ça, on rentre pas dans le débat. Je veux voir l'indispot. L'indispot est moins bon, on lance pas, c'est terminé. Et maintenant, la grande question qu'on a, c'est de se dire comment donner ce pouvoir-là à nos filiales. Et c'est là où, effectivement, il y a des sujets passionnants de finance durable qui s'opèrent. C'est de se dire, bon, bah là, ça, c'est les équipes développement. Puis ensuite, nous, parce que moi, je suis Affaires France, nous demandent de travailler le go-to-market et de lancer ces produits. Mais nous, effectivement, dans nos impacts en tant qu'affaires, la manière dont on fait du commerce, la manière dont on communique, nos médias, comment nous, on va pouvoir aussi arbitrer selon ces impacts-là, qui sont des outils opérationnels, quoi. Et voilà, on est au début de l'histoire. François et ensuite Gilles. Ouais, juste en complément, il y a aussi un enjeu de recrutement des collaborateurs et de recrutement des talents. Nous, on a la chance d'avoir bénéficié d'une croissance très importante. Moi, ça fait 6 ans que je suis chez Letton. Il y a 6 ans, on était 500. Aujourd'hui, on est 2500. Donc, on a besoin de recruter énormément de gens et énormément de juniors avec des profils techniques. Et sur cette période de 6 ans, on a senti un virage à 90 degrés des attentes, notamment des meilleurs, en fait, qui, il y a 5 ou 6 ans, effectivement, attendaient des objectifs, avaient beaucoup d'appétence sur des notions de croissance de chiffre d'affaires, de croissance de marge, etc., qui voulaient entendre beaucoup de ces choses-là, qui parlaient beaucoup de rémunération. Aujourd'hui, on entend beaucoup plus des aspects liés au sens. Les collaborateurs, les jeunes, les talents de demain, ils ont besoin, quand ils rentrent chez eux à la fin de la journée, d'avoir eu la sensation d'avoir fait quelque chose qui a du sens pour eux et qui a un impact positif. Et ça, je pense que ça aura un impact encore plus important sur la transformation des entreprises, parce que c'est le cas de 80-90% d'entre eux. Et Caroline a évoqué également, enfin, sur le sujet du financement, enfin, donc Green Bonds, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour financer, pour appuyer, pour accompagner ? Alors, on a la chance en fait d'avoir toutes les instances finalement publiques, donc locales, régionales, nationales, européennes, qui ont mis en œuvre énormément de leviers de financement. La problématique en fait à laquelle se trouvent confrontées les entreprises, c'est de s'y retrouver. C'est qu'en réalité, alors on se dit pour les grands ça doit être simple, non, parce qu'ils sont grands et donc comme ils ont beaucoup de sites, beaucoup d'endroits et beaucoup de typologies d'activités, c'est impossible. Donc effectivement, nous on s'efforce de pouvoir les accompagner à ne serait-ce qu'à faire ces cartographie. Évidemment, après, on peut aider à monter les dossiers, à obtenir, à améliorer les chances de gain. Mais ça fonctionne. Enfin, c'est également une problématique pour les entreprises de taille plus modeste, pour des startups notamment, qui n'ont juste pas le temps en fait de s'occuper de ça, d'aller chercher des financements, d'aller rencontrer tous les acteurs. Donc, on a une dynamique très importante de subventions, mais il y a cette complexité et donc on s'efforce de travailler et aider ça. Et puis, il y a de nombreux dispositifs historiques, mais qui encore une fois, prennent des virages pour venir financer des choses différentes. Le dispositif certificat d'économie d'énergie, notamment, qui est relativement connu pour la rénovation énergétique des bâtiments. Nous, on a la conviction qu'il va beaucoup s'orienter vers des sujets de transport. Aujourd'hui, le premier sujet de consommation énergétique en France, c'est le transport. Et donc, on a un dispositif qui représente 4 à 5 milliards par an, dépendant des années, et qui aujourd'hui l'adresse peu. Donc nous, en plus, on a la chance chez Letton de pouvoir sponsoriser une équipe de course à la voile. Donc on a un trimaran, peut-être que certains ont vu sur la Transat Jacques Vabre récemment, et donc on a pu accompagner à utiliser ce dispositif existant pour mettre des voiles sur des bateaux, sur des cargos qui vont pouvoir finalement limiter les émissions de CO2 du transport maritime. Et donc on se rend compte qu'ici on a vraiment un mix entre innovation et impact environnemental, et en fait à toutes ces étapes-là, il y a des dispositifs historiques qu'on active alors que ce n'était pas le cas avant. En tout cas, ils n'étaient pas activés pour ces choses-là, pour ces solutions-là. Gilles ? Bon, nous, on sponsorise le marathon de Paris. S'il y en a un qui a oublié de s'inscrire, vous venez me voir à la fin, vous aurez un dossard. Non, j'ai vraiment été attentif à ce que vous avez dit sur chacun a utilisé, je ne sais pas si vous avez entendu, je crois que quasiment tout le monde a utilisé le mot de conviction. Je pense quand même que sur le titre de notre conférence, comment on accélère la transition,
c'est en se rappelant que cette transition de développement durable, c'est un risque. Et un coût. C'est un coût et un risque. C'est-à-dire, quand je dis que c'est un risque, c'est que je vois comment nous, le capitaine qui porte la boussole chez Schneider Electric depuis maintenant bientôt 15 ans, Pascal Tricoire, nous a amené du côté du risque. Pour ceux qui connaissent cette vieille grand-mère française qu'est le groupe Schneider, qui aujourd'hui se trouve être spécialisé, le spécialiste mondial de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions de carbone, c'est pas si évident que ça pour l'entreprise née de Merlin-Gérin et Télémécanique, qui faisait de la haute tension, qui s'est désengagée de beaucoup d'actifs, probablement avant le moment où il valait plus grand-chose, parce qu'on a mis cette question de développement durable dans le risque de la stratégie, dans une logique un peu prospective. Et voilà un peu le premier sujet. Le deuxième sujet, avec des mots qui sont nouveaux, c'est intéressant de voir comment les mots sont nouveaux sur le sujet. On aurait eu cette conférence il y a 2-3 ans. Personne n'aurait utilisé le mot de l'impact. Le mot existait déjà. Hein. Alors maintenant, on le met peut-être un peu trop à toutes les sauces. Mais globalement, se dire, pour une entreprise, dans les enjeux dont on parle, parce qu'on voit que les clients changent, parce qu'on voit que la situation change, qu'il y a des tendances nouvelles, on réfléchit pas seulement à faire mieux, mais quel est notre impact ? C'est un point nouveau. Jean-Pascal Tricoire, il dit souvent, bon, on voit les grandes tendances des objectifs du développement durable, il vaut mieux les pousser que mettre la voile à l'envers, parce qu'à un moment ou à un autre, ça marchera plus, quoi. Et donc, avançons plus vite que ces objectifs-là. Et ça sera la manière de faire. Le troisième point, je voulais en prendre 4. Le troisième point, il me semble, dans cette transformation que je sens très fort, c'est quand je l'ai dit tout à l'heure sur la chaîne de valeur, c'est que, je parle en particulier plutôt au nom des grandes boîtes qui sont ici, nos grandes boîtes ont fait la course en tête. Il y en a à peu près 6 000, 7 000 qui, au niveau mondial, répondent à tous les critères de tous les questionnaires qui nous sont envoyés et ont des acteurs pour y répondre. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle plutôt le scope 3, la chaîne de valeur, etc. Comment, puisqu'on considère que ce sujet dit quelque chose et vaut quelque chose pour le progrès et l'efficacité, on embarque nos fournisseurs. C'est la question la plus dure et pourtant la plus centrale. Dans le chiffre d'affaires de Schneider Electric, on doit rendre 70% à nos fournisseurs. Il y en a 50 000, les 1000 premiers font la moitié des achats, etc. Si on ne les embarque pas dans cette histoire, on n'ira pas beaucoup plus loin que l'endroit où on est aujourd'hui. Et donc je pense que le sujet de maintenant de l'accélération, c'est le sujet d'embarquer la chaîne de valeur, des coalitions verticales et horizontales, et plus d'un petit combat entreprise par entreprise, l'une contre l'autre, suivant le métier, mais bien d'être l'acteur de création, de mobilisation de toute une chaîne de valeur. Et j'ai vu des petites entreprises qui emmènent toute une chaîne de valeur avec des grosses boîtes autour d'elles, parfois des grosses boîtes parce qu'elles ont plus de facilité, mais c'est pas... voilà. Et puis le dernier point auquel je pense que dans l'accélération, on arrive juste à ce moment-là, peut-être un peu tôt celui-là par rapport aux autres dont je sens qu'ils sont plus émergents, c'est qu'on a beaucoup parlé du climat jusqu'à maintenant, et ça reste l'affaire du siècle, mais les enjeux de biodiversité, de droits de l'homme et sociaux, en France, nés des gilets jaunes, mais au niveau mondial, un peu partout, on finit par se dire qu'on ne sauvera pas le climat si avant on n'a pas sauvé les droits de l'homme et les populations dans le monde. Et ça, pour le coup, c'est une révolution pour nos entreprises, parce que le climat, c'est assez facile finalement. Et puis vous avez Schneider pour vous aider. Mais les autres sujets, ça mérite quand même de prendre un petit peu de temps puis faire un petit peu de jus de cerveau, parce que c'est loin. On a l'habitude de dire oui, mais les droits de l'homme, c'est le fournisseur du fournisseur de mon fournisseur, j'y peux pas grand-chose. Oui, mais enfin moi, si je vais chez mon client et je lui dis que je suis responsable, puis qu'il me demande qu'est-ce qui s'est passé en amont, je lui dis non, ben ça je ne sais pas, vous savez, ça va pas tenir longtemps. Et je pense que ça, c'est un superbe débat, à nouveau un risque, mais aussi le chemin de l'accélération pour les entreprises qui veulent être demain et qui ne veulent pas seulement avoir la moyenne.
Pour répondre juste sur le secteur transport donc que je représente, nous on a beaucoup réfléchi à l'écosystème, c'est-à-dire qu'on n'est plus en horizontal, vertical, on est en écosystème. Quelqu'un l'a dit, le transport c'est ce qui pollue le plus pour l'instant. Et effectivement, il n'y a pas de réponse unique et une réponse d'entreprise par entreprise ne marchera pas. Donc la création de valeur de l'écosystème et les économies croisées et l'embarquement de solutions croisées, c'est ce qu'il faut faire. Et sur votre question du S social, nous on a une société de mobilité, mais une grande partie de nos salariés lavent les voitures, transportent les voitures. Donc, 2/3 des salariés du groupe sont souvent aux minima sociaux dans l'ensemble de notre territoire, dans nos 21 pays. Donc, la question pour moi du S et de l'embarquement du sociétal, c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de partager aussi une partie de la valeur avec ses employés. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer le business model en s'appuyant sur une réduction des coûts sur nos salariés. Donc on doit embarquer une création de valeur, une transformation des métiers, une formation et donc notre rôle à l'intérieur de l'entreprise dans ce modèle de transformation, c'est d'apporter pour aussi nos salariés qui, eux, pensent au climat, mais d'abord, quand on est aux minima sociaux, on pense déjà à la fin du mois avant de penser à toute autre chose. Et donc notre rôle sociétal, c'est aussi de transformer les formations, de progressivement accompagner nos salariés actuels et à venir dans la société. Oui, parce que le temps passe, donc on va essayer de faire en 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, chacun pour pouvoir finir. Elodie. Ah oui, moi je voulais pas finir, je voulais rebondir. Mais on peut finir. Moi, ça me va très bien, on peut continuer pendant 1 heure. Moi, j'ai prévenu déjà le panel d'après en leur disant que ça allait être un enfer pour eux. Donc on va même déborder un peu. Allez-y. Non, mais je rebondis parce qu'évidemment, je suis hyper d'accord et évidemment que la transition écologique, la transformation écologique, le rôle de grands groupes comme le nôtre, c'est d'emporter aussi toutes nos filiales et tous nos fournisseurs avec nous. Nous, L'Oréal, on est présent dans 80 pays, donc effectivement, on a un rôle hyper important sur les économies locales dans lesquelles on est présente. Et il y a tout un sujet qu'on travaille beaucoup chez L'Oréal depuis, je dirais, l'année dernière, qui est le sujet vraiment du salaire décent de nos fournisseurs de rang 1 et de rang 2. Et pour ça, je le dis parce que on travaille avec une ONG qui est une ONG incroyable qui s'appelle Fairwage, qui a une base de données immense sur 200 pays de ce que c'est qu'un salaire décent, pays par pays, avec des équivalents entre les pays, pour bien comprendre comment ça marche, pour bien comprendre ce que c'est qu'un salaire décent en Inde versus au Vietnam, quoi. Et ça, on a besoin de pros. C'est des choses qu'on connaît pas bien, nous. Et nous, en particulier, en tout cas chez L'Oréal, on n'a pas cette maîtrise-là si fine, vraiment, de l'économie des territoires sur lesquels on opère. Et aujourd'hui, on sait déjà, la première chose qu'on a faite, c'est de s'assurer que tous nos collaborateurs déjà étaient payés un niveau de salaire décent selon les pays dans lesquels ils vivaient, et des collaborateurs un peu de rang 2, entre guillemets, qui sont souvent nos beauty advisors, qu'on sous-traite, en fait, dans les pays dans lesquels on opère. Et là, vraiment, cette année, on travaille très activement avec nos fournisseurs pour qu'eux-mêmes travaillent avec leurs propres fournisseurs. Et il y a notamment un partenariat très fort qu'on a mis en place avec Firmenich, qui est un des grands parfumeurs mondiaux avec lesquels on travaille bien entendu au quotidien chez L'Oréal, qui a vraiment signé un accord avec nous pour vraiment travailler sur ce sujet, notamment avec cette ONG Fairwage. Donc je vous redis ce nom, Fairwage. Vraiment, contactez-les, c'est incroyable le travail qu'ils font. Fairwage. Ils ont l'air très bien. Jérémy. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est comment on arrive à trouver très vite des petits outils très concrets pour transformer ses ambitions et pour embarquer une filière ou des écosystèmes. Et c'est comment, avec des outils qui existent déjà, en fait, dans les entreprises, on arrive à accélérer ce mouvement-là. Vous voyez, c'est sur des outils, sur la façon dont on contractualise. C'est par exemple certains de nos clients qui décident de payer les récoltes avant qu'il y ait la récolte. Ou qui s'engagent sur des prix fixes sur certaines matières premières. Et du coup, qui amènent à cascader, vous voyez, avec des bons outils qui arrivent au sein de la direction financière, au sein de la direction des achats, au sein de la direction de la supply chain. C'est comment finalement on vient mobiliser tout le monde autour de cet enjeu commun pour faire travailler toute une filière et partager la valeur, mais se mettre des règles qui font que ça se transforme de façon opérationnelle et concrète. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup de leviers que beaucoup ignorent, qui peuvent être très simplement mis en œuvre,
c'est des gens qui mettent en place du reverse factoring. Reverse factoring, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'en fait, vous permettez à votre fournisseur d'être payé, mais c'est vous qui, quelque part, reconnaissez devant un facteur que vous lui devez de l'argent. Et donc, ça lui coûte moins cher de financer son besoin de fonds de roulement. Alors, c'est des choses toutes simples, mais simplement de dire, si vous respectez un certain nombre de critères, si vous vous engagez avec nous sur ces critères-là qu'on va avoir en commun, alors à ce moment-là, on peut accélérer. Et donc, et peut-être en conclusion, hein, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que on est parti d'une question qui est assez classique en France, qui est celle de la réglementation. Et en fait, on s'est dit que c'est pas la réglementation qui fait la transformation. On est sur une ligne de crête où on doit certes se servir de cet apport de la réglementation, mais la vraie question, c'est de sécuriser la transformation, c'est-à-dire comment est-ce que la stratégie, on l'exécute et on la finance, et comment on embarque tout le monde avec des dirigeants qui incarnent cette transformation, et avec des outils qui permettent de le faire concrètement chaque jour, et de prouver surtout aux autres les gains qui sont réalisés, les efforts qui sont réalisés. Je crois qu'il y a une attente très forte de transparence et de solidité de l'information transparente qui est partagée. Et c'est ça qui est... et ça va un petit peu à rebours de nos habitudes quand même. Hein, et par exemple, il y a des exemples très intéressants là-dessus, et je terminerai là-dessus. Ouais, en 10 secondes. C'est les critical friends que certains commencent à utiliser. C'est-à-dire qu'ils disent, je m'engage là-dessus, je rends compte sur ce que je fais, mais en plus, je mets dans un collectif des gens qui vont me critiquer pour être sûr que ce que je dis est juste et que je progresse effectivement. François ? Caroline, désolé, mais là, je suis déjà en train de me faire rappeler à l'ordre au fond. On va aller vite. Non, peut-être pour conclure, nous, effectivement, de par notre activité de conseil, on a la chance de rencontrer beaucoup de dirigeants de toute taille d'entreprise, d'organisations publiques ou privées. Et je peux peut-être vous partager un retour qu'on a, puisqu'on rencontre à peu près 10 000 dirigeants par an. Il y a 6 ans, quand on parlait d'outils de financement d'économie d'énergie, dans 90% des cas, on nous regardait avec des grands yeux en disant à quoi ça sert. Il y a 3 ans, les gens nous disaient oui, on a bien conscience qu'il faut le faire, mais c'est pas dans l'agenda du jour. Aujourd'hui, ils nous demandent comment on peut activer ça très vite, parce que c'est un enjeu important. Et on parlait de conviction tout à l'heure. Et je crois que cette conviction, elle est aujourd'hui présente chez l'essentiel des dirigeants, et je suis convaincu que ça va aider à accélérer largement les choses. Bien, merci. Ouais, non, mais il fallait une demi-heure, 1 heure de plus. Je suis dégoûté. Merci beaucoup.